Comment est-ce qu'une population entière, des gens a priori normaux, éduqués, a pu non seulement accepter le nazisme dans les années 30, mais aussi fermer les yeux sur des atrocités commises juste sous leur nez? C'est la question qui hante, oui. Et c'est une question qu'un prof d'histoire en Californie, un certain Ron Jones, a été incapable de répondre à ses élèves en 1967. Et apparemment, ça l'a rendu fou. Et c'est cette frustration, cette incapacité à mettre des mots sur l'inexplicable qui a donné naissance à une des expériences psychosociales les plus célèbres et dérangeantes du XXe siècle. Absolument. Une expérience qui est devenue l'œuvre qu'on explore aujourd'hui, le roman La Vague de Todd Strasser. Et il faut le dire tout de suite, ce n'est pas qu'un simple livre pour ados. C'est la retranscription d'un dérapage contrôlé, qui a très très vite cessé d'être contrôlé. Exactement. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point l'histoire a été transformée en passant de la réalité à la fiction. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette histoire, qui part d'une simple salle de classe à Palo Alto, est devenue cet outil pédagogique universel pour parler de la manipulation de masse. On va retracer un peu le parcours de cette idée, de l'expérience brute jusqu'au phénomène culturel, pour voir ce qu'elle révèle sur nous en fait. Alors, repartons à la source. On est en 1967, Palo Alto, Californie. Ron Jones, jeune prof d'histoire assez charismatique, veut marquer les esprits. C'est ça. Il montre à sa classe un documentaire sur l'Holocauste. Et là, c'est le choc. Mais plus que le choc, c'est l'incompréhension. Les sources racontent qu'une élève lève la main et demande « Mais comment les Allemands ont pu dire qu'ils n'étaient pas au courant? Pourquoi personne n'a rien fait ?» La question qui tue. Exactement. Et Jones, il n'a pas de bonne réponse. Il sent que tous les cours théoriques du monde ne suffiront pas. Alors il prend une décision radicale. S'ils ne peuvent pas le comprendre avec leur tête, ils vont le vivre. Il va leur faire ressentir. Voilà, il lance une expérience, un jeu de rôle grandeur nature qu'il baptise la troisième vague. Et ce qui est absolument savoureux, c'est l'ironie totale de la situation. Ron Jones était un militant de gauche, très engagé. Ah oui. Pas du tout le profil d'un apprenti dictateur, quoi. Il a créé un mouvement fasciste pour dénoncer le fascisme. C'est assez paradoxal. Mais attends, l'histoire n'est pas si simple. Le livre n'est pas sorti de nulle part. Il y a toute une chaîne de production derrière ça. Non, c'est vrai. L'expérience, elle a lieu en 67. Pendant des années, Jones n'en parle quasiment pas. Il en a un peu honte. Oui, il a fallu du temps. Il publie finalement son récit en 1976, 9 ans plus tard. Ce texte inspire un téléfilm qui cartonne sur ABC en 81. Et c'est seulement après ça que l'éditeur engage Todd Strasser pour écrire ce qu'on appelle une novélisation. C'est ça, en gros, transformer le scénario en roman. Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre le livre. Ce n'est pas une enquête historique, c'est l'adaptation d'une adaptation d'un souvenir. C'est ça. Et ça explique complètement le style du roman. C'est ultra direct, rapide, très visuel, centré sur l'action. Presque comme un script. Tout à fait. Mais ça pose une vraie question de fond. À quel point l'histoire a-t-elle été dramatisée, enjolivée à chaque étape pour la rendre plus spectaculaire, plus hollywoodienne en fait? On n'est plus tout à fait dans le réel. Mais ça nous amène au cœur du réacteur. Comment est-ce que ça a pu marcher? Comment Ben Ross, le prof dans le roman, en quelques jours à peine, transforme sa classe en mini-secte? Décortiquons sa méthode. Elle est redoutable. C'est une progression quasi clinique, en 3 temps. Jour 1, il introduit le premier slogan, la force par la discipline. D'accord? Et là, il devient subitement très strict. Les élèves doivent s'asseoir le dos droit, se lever pour parler, répondre en 3 mots maximum. Ah oui, c'est très militaire. Oui, et toujours commencer par Monsieur Ross. Et ce qui est fou, c'est que ça marche immédiatement. Les élèves ne le vivent pas comme une punition, mais comme un défi, un jeu. Exactement. Les sources sur l'expérience réelle insistent là-dessus. Le cours devient incroyablement efficace. Tout le monde est concentré, ils ressentent une sorte de fierté collective, c'est presque séduisant au début. Tout à fait. Le 2e jour, il passe à l'étape supérieure. 2e slogan, la force par la communauté. Et là, on bascule. C'est plus la même chose. Non. Il donne un nom au mouvement, la vague. Il crée un logo, une vague dans un cercle, et un salut, un geste de la main qui, ressemble étrangement au salut nazi. La communauté est née. Et avec elle, la frontière entre nous, les membres, et eux, les autres. C'est le début du « nous contre eux », le mécanisme de base de toute idéologie. Et le 3e jour, là, c'est le coup de grâce. Le slogan, c'est « la force par l'action ». Et là, le jeu n'en est plus un. Non. Non, ça devient un système. Ross distribue des cartes de membres.
Il explique que certaines, marquées d'un X rouge, désignent des moniteurs. Des moniteurs. C'est-à-dire Leur rôle? dénoncer tous ceux qui ne respectent pas les règles de la vague. Et là, la paranoïa s'installe. La salle de classe se transforme en état policier miniature, où la délation est non seulement encouragée, mais présentée comme une preuve de loyauté. C'est là que ça devient complètement dingue. Le mouvement déborde de la salle de classe, il contamine tout le lycée. Oui, David Collins, le capitaine de l'équipe de foot, y voit le moyen parfait pour souder son équipe qui enchaîne les défaites. Des élèves se mettent à recruter, à faire pression sur les autres. on passe d'un exercice de pensée à un mouvement social qui prend sa propre vie. L'expérience échappe totalement à son créateur. Et ce qui rend l'histoire si forte, si universelle, c'est que Strasser utilise des personnages qui sont des archétypes absolus de la vie de lycée. On les connaît tous, oui, on en a tous côtoyé. C'est pour ça que ça nous met si mal à l'aise, Fonce. On peut s'identifier. Parlons-en de ces personnages. Commençons par le prof, Ben Ross. Ce qui est fou avec lui, c'est qu'il n'est pas présenté comme un méchant. Il a une bonne intention au départ, non? Absolument. Et c'est ça le piège. Les sources sur le vrai Ron Jones montrent que c'était un type plutôt cool, progressiste. Mais il se laisse griser. Ah oui. Dans le livre, on voit son plaisir presque coupable quand les élèves le saluent dans le couloir, quand il voit sa classe fonctionner au doigt et à l'œil. Il devient accro au pouvoir et à l'ordre qu'il a créé. Il est autant le sujet de l'expérience que ses élèves. Il devient le premier disciple de sa propre religion, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et c'est sa femme, Christy, qui est aussi prof dans le même lycée, qui sert de garde-fou. Elle lui dit très vite « Fais attention, Ben, tu es en train de créer un monstre. » Mais il ne l'écoute pas, il est trop dedans. Elle est la voix de la raison, le regard extérieur qui voit le dérapage. Et face à lui, on a la figure de la résistance, l'héroïne de l'histoire, Laurie Saunders. Oui. Au début, elle est curieuse, elle se laisse prendre au jeu, comme les autres, mais elle est rédactrice en chef du journal du lycée, The Grapevine, et elle a l'esprit critique. Elle commence à douter, à voir les dérives. Et elle va utiliser la seule arme qui vaille dans cette situation, la liberté de la presse. Elle décide de publier un article dans son journal pour dénoncer la vague, pour raconter les intimidations, la pression, Et là, elle devient l'ennemi public numéro 1 du mouvement. la dissidente. C'est ça. Et à l'autre bout du spectre, on a le cas le plus tragique, le plus poignant, Robert Billings. C'est le cancre de la classe, le gars invisible, toujours dans l'ombre de son grand frère qui était une star du lycée. Ah oui, le loser, en quelque sorte. C'est ça, personne ne fait attention à lui. Son histoire est juste déchirante. Pour lui, la vague, c'est une révélation, une bénédiction. D'un seul coup, les hiérarchies sociales du lycée, la popularité, les notes, le sport, tout ça, c'est aboli. Exactement. Dans la vague, tout le monde est égal. La seule chose qui compte, c'est la loyauté au groupe. Pour la première fois de sa vie, il appartient à quelque chose. Il est quelqu'un. C'est l'illustration parfaite de l'attrait du totalitarisme pour ceux qui se sentent exclus. Il devient le membre le plus fanatique, le plus zélé. Il s'autoproclame même garde du corps de M. Ross. C'est fou. Le mouvement a donné un sens à sa vie et il est prêt à tout pour le défendre. Et entre ces deux extrêmes, la résistante et le fanatique, il y a la masse, la majorité silencieuse, incarnée par David Collins, le petit ami de Laurie. Oui, C'est un bon gars, le capitaine de l'équipe de foot, populaire. Il n'est pas méchant, mais il est aveuglé par son objectif. Il veut que son équipe gagne. Il pense que la vague n'est qu'un outil pour y arriver. Il illustre parfaitement comment des objectifs louables, comme l'esprit d'équipe, peuvent servir de justification pour adhérer à un système oppressif. Totalement. Et son réveil est d'une violence inouïe. Il ne comprend la nature du monstre que lorsque, dans une dispute, il attrape Laurie et la jette au sol, parce qu'elle critique la vague. Il agresse la personne qu'il aime au nom du mouvement. C'est cet électrochoc personnel qui le sort de sa transe. Donc on a tous ces personnages pris au piège, de la résistante au fanatique, en passant par la majorité qui se réveille. On sent que la situation est explosive. À quel moment Ben Ross se rend-il compte qu'il a créé un monstre qu'il ne contrôle plus? Le point de rupture arrive quand il apprend que des violences éclatent. Un élève juif a été passé à tabac par des membres de la vague. Des parents à peine le lycée, furieux. Là, ça va trop loin. Oui. Le proviseur, qui avait laissé faire au début, un peu fasciné par l'efficacité de la méthode, panique et ordonne à Ross de tout arrêter, immédiatement. Et c'est là qu'on arrive à la scène finale, qui est un coup de génie théâtral. Comment est-ce qu'il s'y prend pour débrancher la machine? Il ne peut pas juste siffler la fin de la partie. Non, il ne peut pas juste dire « c'est fini », il ne l'écouterait pas. Il doit utiliser le mouvement pour détruire le mouvement. D'accord.
Il convoque un immense rassemblement de tous les membres dans l'auditorium. L'ambiance est électrique, survoltée. Il leur annonce que la vague n'est pas juste un mouvement de lycée, mais un mouvement national de la jeunesse. Il met le paquet. Ah oui, et qu'aujourd'hui, ils vont enfin voir leur leader national s'adresser à eux en direct à la télévision. L'excitation doit être à son comble. Mais t'imagines? Ils scandent les slogans, ils font le salut, ils sont prêts à suivre leur guide. Et Ross allume un écran géant sur la scène. Qui reste désespérément vide. Un long, long silence s'installe. Le malaise grandit. Terrible. Et après ce silence pesant, insoutenable, Ross projette une seule image sur l'écran. Un portrait immense d'Adolf Hitler. Le choc. Le choc est absolu, le silence est total. Puis il leur assène la leçon finale. Il leur dit « Il n'y a pas de leader, mais s'il y en avait eu un, c'est lui que vous auriez suivi. » C'est d'une cruauté terrible mais d'une efficacité redoutable. Il leur dit en face « Vous vous demandiez comment le peuple allemand a pu laisser faire ? Regardez-vous. » Voilà, vous auriez été de parfaits petits nazis. Vous avez échangé votre liberté, votre esprit critique contre le confort de l'appartenance et un sentiment de supériorité. La claque, comme tu dis. Et là, la boucle est bouclée. Complètement. Ils ont la réponse à leur question initiale. Pas une réponse intellectuelle lue dans un livre, mais une réponse physique, émotionnelle, vécue dans leur chair. C'est ça. Le message final de Ross est glaçant. Le fascisme n'est pas quelque chose que les autres ont fait, un jour, dans un pays lointain. C'est ici, c'est en chacun de nous. L'histoire n'est pas juste le passé, c'est un schéma qui peut se réactiver n'importe quand. Mais l'histoire de la vague ne s'arrête pas avec le livre de Strasser en 81. C'est ça qui est fascinant. Sa pertinence ne fait que grandir avec le temps, et la preuve, ce sont ses innombrables adaptations. Absolument. La plus connue aujourd'hui est sans doute le film allemand Die Welle, sorti en 2008. Oui, très bon film. Le réalisateur Dennis Gansel a l'excellente idée de transposer l'histoire dans une Allemagne contemporaine, ce qui rend la confrontation avec l'héritage nazi encore plus directe et douloureuse. Mais surtout, il prend une liberté radicale avec la fin. C'est ça qui est frappant. Le roman de Strasser, même s'il est dur, se termine sur une note un peu optimiste. Une leçon a été apprise, une prise de conscience a eu lieu. Oui, il y a une catharsis. Le film de 2008, lui, est beaucoup, beaucoup plus sombre. Il se termine par une tragédie totale. C'est une fin irréversible. Dans le film, l'équivalent de Robert Billings, le jeune marginal, ne supporte pas la fin du mouvement. C'est toute sa vie. Il perd tout. Il sort une arme, tire sur un camarade, puis se suicide devant toute l'école. Le professeur est arrêté par la police. Son expérience a mené à la mort. Il n'y a pas de leçon apprise, juste un désastre. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée à méditer. On a deux fins possibles, pour la même histoire. Le livre suggère qu'une leçon, même brutale, peut suffire à immuniser un groupe. Le film, lui, dit que certaines forces psychologiques, une fois qu'on les a libérées, sont incontrôlables et mènent quasi inévitablement à la destruction. Laquelle de ces deux fins nous semble la plus plausible aujourd'hui ? C'est toute la question. Est-ce que la prise de conscience suffit ? Est-ce que comprendre le mécanisme de la manipulation nous en protège vraiment ? Ou est-ce que l'attrait pour l'ordre, pour la communauté, pour l'action, est une force tellement primaire en nous qu'une fois déchaînée, la leçon arrive toujours trop tard ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.